est-ce qu'on peut s'installer? On va commencer la table ronde. Merci d'être présent pour cette table ronde. Je m'appelle Olivier Mariotte et j'ai le plaisir et l'honneur de l'animer. À la base, je suis médecin généraliste, donc j'ai une connaissance extrêmement limitée du domaine de l'audioprothèse, mais travaillant assez fréquemment avec Louise Godino et Éric Bizaguet, ça me permet quand même d'avoir un aperçu de votre profession et des enjeux qui la traversent. Quand on a préparé cette table ronde, il nous a semblé qu'il y avait un sujet qui était quand même tout à fait important, c'est ce décalage extraordinaire, et d'ailleurs qu'on ne comprend pas bien. Je pense qu'au cours de cette table ronde, on aura beaucoup plus d'explications entre une offre de santé publique qui est quand même tout à fait importante, et Bruno Frachet nous rappellera quels sont les enjeux en termes de santé publique qui traversent cette question, et puis une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et par l'assurance maladie complémentaire qui est, on va dire, tout à fait non significative et qui porte une stigmatisation d'une certaine manière à la prise en charge des pathologies liées à la mauvaise audition. Donc je vous présente très rapidement les différents intervenants de notre table ronde. Bruno Frachet, donc, qui est tout à fait à droite, professeur d'ORL. Éric Bizaguet, je pense que vous connaissez tous, qui est le président du CNA, Conseil national de l'audioprothèse. Jean-Martin Cohen-Solal, qui est le délégué général de la Fédération nationale de la mutualité française, donc le bras droit d'Étienne Cagnard. Olivier Véran, qui est député de l'Isère et qui est très pointu sur les questions de santé, ce qui est important parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, au niveau du Parlement, on a des questions de santé qui sont moins bien traitées, où on a moins de parlementaires qui s'en occupent. Et je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui dédie de l'énergie, qui dédie de l'expertise, parce qu'on a quand même des questions absolument essentielles à traiter en ce moment, et même si on n'a pas de ministre de la Santé, c'est une petite boutade, je sais qu'il y en a quand même une, en tout cas c'est des questions qu'il faut adresser de manière tout à fait urgente. Et puis Louise Godino, qui est le président donc, de l'UNSAF, et que vous connaissez tous. Voilà, je voudrais très rapidement poser la question à Bruno. Bruno, en ce qui concerne cette problématique de l'audioprothèse, mais avant la problématique de l'audioprothèse, la problématique de l'impact en termes de santé publique, des baisses d'audition, et quels sont les grands chiffres qui traversent cette question, et quelles sont les réponses qu'on pourra éventuellement attendre de la prise en charge. Voilà, en fait, c'est le problème du vieillissement, avec toutes les charges financières qui sont avec. Donc j'ai prévu 4 séries de chiffres. D'abord, la population qui vieillit, on le sait tous. En 2030, il y aura autant de personnes de 18 ans que de personnes de plus de 65 ans, à peu près 21-22%, donc il faut faire avec. Sur les personnes de plus de 65 ans, un tiers sont malentendants, et ce qui fait finalement à peu près 7%, plus de 7% de la population. Donc ça, c'est le chiffre des besoins en gros, va-t-on dire. Deuxième série de chiffres, l'espérance de vie. L'espérance de vie, on a pareil à 73 ans. Eh bien, vous n'appareillez pas pour rien, puisque en 2020, à 75 ans, l'espérance de vie des hommes est encore de 11,6 ans et des femmes 14,9 ans. Donc voilà, c'est essentiel. À 85 ans, il reste pour ces personnes en 2020 5,9 années et 7,6 années pour les femmes. Donc, je redis qu'on n'appareille pas pour un moment court. Troisième série de chiffres qui nous fait basculer dans le monde médico-éco, c'est-à-dire pas seulement la dimension plaisir, satisfaction de l'audition, etc., mais la dimension déclin cognitif. À 70 ans, avec 25 décibels de surdité, ce qui n'est pas énorme, eh bien vous avez un état cognitif qui ressemble à celui à quelqu'un de 77 ans. Donc vous avez 7 ans d'avance, si j'ose dire, et comme on ne sait pas pour l'instant régler le problème du vieillissement au plan chimique et médicamenteux, l'objectif c'est de retarder la dépendance pour que ça coûte moins cher. Et c'est certainement un des axes et un des leviers pour améliorer la prise en charge de la prothèse. Il y a beaucoup d'études qui sortent. Par exemple, il y a 3 fois plus de démence avec une surdité moyenne que pour les personnes qui entendent bien. Alors,
30% des gens, semble-t-il, sont appareillés sur 100. Donc il y a beaucoup de travail. Et donc l'objectif, c'est vraiment l'accessibilité de la prothèse. Merci pour ces chiffres. Alors, on voudrait que cette table ronde soit très interactive. Donc, il y aura, on vous passera la parole après si vous avez des questions à poser, mais on va laisser nos 5 intervenants dérouler très rapidement le panorama. Et je me tourne tout de suite vers Eric Bizaguet. Eric, la problématique 30%, quand on voit qu'on a une offre thérapeutique qui fonctionne, on n'est pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas, comment on explique le fait qu'il n'y ait que 30%? Surtout, de personnes appareillées, surtout quand on sait, quand on regarde les études internationales, que la France, en termes de satisfaction des personnes appareillées, fait partie des pays qui sont dans le top des pays de l'OCDE. Donc on a d'un côté des personnes appareillées qui sont très satisfaites de l'être, plus qu'au Japon, plus qu'en Angleterre, plus qu'ailleurs, et puis en même temps, on se retrouve avec juste 30%, c'est-à-dire un accès qui est tout à fait médiocre par rapport à la population dont parlait Bruno. Je pense déjà que je vais corriger le 30%. Ça me paraît important parce que c'est le chiffre qui sera donné et je pense qu'on est au-dessus de ça. Pour reconnaître sa présence, c'est que je prends l'exemple de l'Angleterre, par exemple, où il y a 1 million de prothèses adaptées en France, en Angleterre, au niveau de la LHS, sans reste à charge, sans aucun reste à charge. On est à 580 000 cette année. Donc on a une population qui est à peu près équivalente, et si on regarde ça, on a 60% de gens réellement appareillables. Pourquoi les gens ne sont pas forcément appareillables dans cette population? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement le fait que d'abord c'est une perte très insidieuse qui intervient au fur et à mesure du temps. Deuxièmement, il y a un problème d'esthétique, l'image que l'on a dans notre profession n'est pas très bonne, et c'est quelque chose qui s'intègre difficilement. Les gens ne veulent pas être malentendants en France. C'est quand même curieux, et je pense que c'est justement le reste pris sa charge ce qui pose le problème. Troisièmement, je pense que la manière dont on a présenté la prothèse n'est pas la bonne. La prothèse, c'est une image de vieil homme, on devient vieux. Moi, je pense qu'il faut plutôt inverser la communication et dire, pour rester jeune, il faut continuer d'entendre et porter des prothèses. Je pense que le vrai problème est plus dans notre image. Alors, il y a le reste à charge. On sait très bien que la sécurité sociale n'a pas réévalué son tarif de remboursement de 1967. Le prix de la vie a quand même pas mal augmenté, la technologie a quand même pas mal augmenté. On sait que les complémentaires, pour le moment, ne fournissent que 350 € à peu près supplémentaires. Donc je pense que le coût, qui est important, va nous poser des problèmes et est une des explications qui nous revient en plus de 20% des cas. Merci beaucoup pour ces approches. Je pense que justement, ça va permettre de passer la parole à Olivier Véran. Olivier, je ne voudrais pas interrompre votre discussion avec Louis, mais je fais passer les messages. Ça ne m'étonne pas, Louis. Le problème, vous savez, on avait tous décidé qu'en fin de compte, chacun ferait 4 minutes, ce qui pour le moment est parfaitement rythmé. Et le problème, c'est que j'ai laissé Louis pour la fin, parce que quand on accompagne Louis dans un rendez-vous, il est tellement passionné par le sujet que ça peut prendre 20 minutes. Donc je préfère prendre des marges de sécurité. Olivier, je reviens à vous. En ce qui concerne justement la prise en charge de cette prothèse par l'assurance maladie obligatoire, il y a quand même quelque part un problème. On ne peut pas considérer que sur un matériel qui va coûter en moyenne 1 500 €, avoir une prise en charge de 120 € par l'assurance maladie obligatoire, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est un historique? Est-ce que c'est une espèce d'amalgame qu'on fait aussi avec l'optique et le dentaire? Est-ce que les conséquences, on le sait par exemple pour le médicament, quand vous diminuez la prise en charge d'un médicament, il s'est automatiquement dans l'esprit du grand public corrélé avec le fait d'avoir une perte d'efficacité. Si vous ne remboursez plus, c'est que c'est un médicament qui n'a pas d'intérêt, d'une certaine manière. Donc voilà, je vais avoir votre avis en tant que parlementaire sur cette question-là et cette question de prise en charge. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Moi je suis très content de pouvoir venir. Alors je ne suis pas du tout un expert, c'est ce que je disais à Louis à l'instant. Donc moi je suis surtout venu écouter les messages. Je pense que c'est aussi pour ça que vous m'avez invité ce matin et pour pouvoir les relayer. Même si je suis probablement un obsessionnel des questions de remboursement, de soins de santé assez lourds. Quand je dis que je suis obsessionnel, c'est que si vous demandez à n'importe quel collègue de la majorité au Parlement, et que vous lui demandez qui c'est qui leur rabat les oreilles avec la question des audioprothèses, des prothèses dentaires ou des soins optiques lourds, ils vous citeront forcément mon nom, parce que j'en parle à chaque occasion. Pourquoi j'en parle ? J'en parle parce que nous avons un certain nombre de personnes âgées en France, ça a été dit tout à l'heure, qui sont en augmentation et qui ont besoin que la solidarité nationale, que les pouvoirs publics leur envoient un signal
Un signal qui est le suivant: vous avez cotisé toute votre vie pour la sécurité sociale, vous avez payé toute ou partie de votre vie pour avoir une complémentaire santé. Il n'est pas juste que lorsque vous êtes finalement, vous êtes devenu trop âgé, trop seul, trop isolé pour faire entendre vos droits et vos revendications, nous ne les prenions pas en compte. Je crois qu'il y a là un message politique, au-delà de la question sanitaire. Il y a un enjeu de santé publique évidemment très important. On a parlé du déclin cognitif, de l'isolement social, du repli sur soi. Pouvoir entendre, pouvoir manger, pouvoir voir correctement, ce n'est pas des soins de confort, ce n'est pas des soins futiles, c'est des soins essentiels. Et moi, je l'assume totalement. Il ne me paraît pas très cohérent d'aller rembourser de façon beaucoup plus importante, proportionnellement, des soins de santé, je dirais, de soins de santé très très courants, comme le remboursement d'un médicament type paracétamol, et de ne pas mieux prendre en charge des soins qui sont importants pour les Français. Donc il y a là un signal politique aussi, puisque je ne l'étais pas comme médecin hospitalier, mais comme parlementaire, je suis très souvent sollicité par les gens qui viennent me voir en disant: je ne peux pas me payer ma prothèse dentaire, je ne peux pas me payer ma prothèse audio, c'est un effort financier que je demande à mes enfants, c'est un effort financier que je demande à ma famille, à mon entourage, je trouve ça anormal. Ils ont raison, que leur répondre? Ils ont raison. Un médecin leur dit: il faut que vous soyez appareillés. Ils ont cotisé, ils ont joué le jeu, et puis au moment de s'équiper, ils ne peuvent pas le faire pour des raisons financières. Donc, moi, je pense que c'est un sujet grave, c'est un sujet prégnant. Le remboursement par la sécurité sociale, par l'assurance maladie obligatoire, est totalement déconnecté des prix du marché. On pourrait parler de la question de l'action à mener sur les prix, évidemment. Je crois qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais pour moi, c'est pas un tabou que de dire que mettre 114 millions d'euros par an quand on est sécurité sociale pour que les Français puissent s'entendre, quand on voit qu'il n'y a que 30% de Français qui sont équipés, c'est insuffisant. Donc il faut aller plus loin. Est-ce qu'il faut agir davantage sur les complémentaires santé? Possible. Est-ce qu'il faut agir davantage sur la sécurité sociale? Oui. Et moi, je fais partie de ceux qui l'assument. Merci beaucoup pour ce message. Alors, la parole tout de suite à Jean-Martin Cohen-Solal. Jean-Martin, la place de la mutualité, la position de la mutualité sur ces questions. Normalement, si mes souvenirs sont bons, le remboursement des prothèses auditives, donc c'est un marché de 820 millions d'euros, je crois, représente juste 1% des efforts de la mutualité en termes de refinancement, je dirais, d'assurance supplémentaire. Et pourtant, déjà, ça représente 2 fois ce que met déjà la sécurité sociale. Donc on a déjà un partenaire, j'allais dire, qui a une tendance à être vertueux. Qu'est-ce que pensent justement les assureurs complémentaires par rapport à ces questions? Oui, bonjour, moi je suis ravi d'être là. Comme Olivier Mariotte, je suis au départ généraliste. Et c'était le problème que je suis encore un peu généraliste, c'est le problème que je vois aussi en tant que médecin, parce que je rencontre des patients, en tant que patient âgé, je rencontre des difficultés. Je voudrais, avant de répondre à ta question, Olivier, moi je voudrais dire que pour moi, l'augmentation des besoins de prothèses auditives est un signe positif d'évolution positive de notre système de santé, de bonne santé de notre système de santé. C'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient besoin de prothèses auditives, ça prouve que l'espérance de vie en bonne santé augmente. Donc c'est une évolution positive et inéluctable. Donc, de la même façon qu'on vieillit, quand on dépasse 45 ans, on voit mal et on a des lunettes, la presbyacousie, aussi une évolution normale qu'il faut intégrer, et ça fait partie des progrès de notre système. C'est vrai que la prise en charge de ces difficultés était plus ou moins importante avant, parce que simplement l'espérance de vie était plus faible. Moi, on se bat à la mutualité là-dessus, pour dire que c'est une solution indispensable. On se bat aussi pour dire qu'il y a un vrai sujet de prévention aussi. Il faut prendre ça très en amont. Prévention de ces troubles, on l'a dit, je ne vais pas répéter, mais c'est évident que c'est totalement... c'est un vrai sujet de ne pas entendre, on est totalement exclu, on est totalement loin, et en plus, il y a des conséquences de la perte d'audition qui sont importantes aussi de la perte d'autonomie en tant que handicap. Donc pour nous, c'est un sujet important, et on s'y rend compte, c'est un sujet qui va croître de façon positive, parce que la pollution va vieillir. La mutualité voit les choses de 2 façons. La mutualité, vous savez, reprend à peu près 56% des complémentaires santé, c'est donc toutes les mutuelles réunies, les autres pour les assureurs pour 27%, les assurances pour 17%, et donc c'est d'une part un assureur qui rembourse, mais qui est avec des gens qui payent les cotisations, et deuxièmement la mutualité aussi un offre de soins, puisque nous avons le centre
d'audition, sur l'audition mutualiste. Il y a 370 centres, je crois, sur le contrôle de Coulmy, 370 centres en France aujourd'hui qui se développent. Donc nous avons aussi voulu être aussi offreurs. La mutualité, on oublie souvent, ne fait pas que rembourser, par rapport aux autres, elle offre, on a des hôpitaux, des cliniques, des centres dentaires, des centres de santé, et aussi des centres d'audition mutualiste, et on les a développés parce qu'il y a ce besoin-là. Ensuite, la mutualité, ce n'est pas, c'est comme la sécu, l'argent ne tombe pas du ciel, nous avons des adhérents. Le problème aujourd'hui de la protection sociale, mais qui est la protection sociale, est le suivant, c'est qu'on dépense beaucoup. On est le 3e ou 4e pays, je crois que je contrôle l'Olivier, le 3e ou 4e pays au monde à dépenser. On est quand même globalement bien soigné, mais par contre, les déficits se creusent, et on les transmet aux générations futures. Et deuxièmement, la somme d'égalité se creuse aussi. Par rapport à ça, il y a le problème de financement de l'assurance maladie obligatoire, mais aussi l'assurance maladie complémentaire. Aujourd'hui, tous les rapports le montrent, la majorité des Français sont au maximum de taux d'effort pour payer des complémentaires. Pour des retraités, il y a eu son étude dans l'association de retraités, 10% de leurs revenus, c'est un pays complémentaire, ce qui est énorme. Donc, si on veut à la fois que des gens soient suffisamment couverts et puissent accéder aux complémentaires pour éviter le renoncement aux soins, un des premiers renoncements aux soins, on sait très bien, c'est l'audioprothèse, l'optique, le dentaire, les passeports d'honoraires, c'est un coût de la sécurité remboursable. L'audioprothèse, à mon avis, vient très haut. Bon. Si on veut, il faut arriver ensemble à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est qui? C'est les audioprothésistes, c'est les ORL, c'est les supports de soins et c'est qui les remboursent. Il est clair qu'on ne peut pas payer. Si on rembourse tout ce qu'on rembourse le plus, c'est augmenter les cotisations. C'est aussi simple que ça. Un enfant de 5 ans le comprend. Donc il faut absolument qu'on puisse maîtriser ce qu'on rembourse et si on veut rembourser plus. L'ensemble des dépenses. C'est pour ça qu'on s'est battu, nous, pour avoir la loi Leroux sur les réseaux, parce que les réseaux ont un intérêt pour nous. On parle que du prix. On s'est battu, avec Olivier notamment à l'Assemblée, avec les élus de tous bords à l'Assemblée et au Sénat, pour essayer de dire qu'on veut des conventions qui lient deux choses, le prix et la qualité du service. Et c'est là où on peut travailler ensemble. Et je pense qu'on doit être dans un schéma gagnant-gagnant. Donc, pour la mutualité, et en plus pour la mutualité d'ailleurs que pour les autres complémentaires santé, c'est un sujet important parce que la population des mutuelles sont plus âgées, ils consomment plus de soins que les assureurs et les assureurs de prévoyance, c'est très clair dans toutes les études. Donc pour nous, c'est un vrai sujet, arriver à rendre service à nos adhérents en alliant des prix de bon niveau et une qualité de service de bon niveau. C'est clair que les tarifs de la Sécu, le représentant du Parlement vient de le dire, et il vote la Sécu, c'est une évidence, c'est insuffisant aujourd'hui, et c'est insuffisant avec une Sécu, une assurance maladie en déficit de 7 à 8 milliards, 7 à 8 milliards. Et donc c'est vraiment, nous appelons à une réorganisation du système pour prendre en charge ce qui est vraiment utile. C'est pour ça que nous croyons, et je ne dérive pas du sujet, une vraie stratégie nationale de santé, plaçant le patient au cœur de cette stratégie nationale de santé et prenant en compte tous ses besoins de naissance au vieillissement, et quand on voit ça, et prévenir en permanence son vieillissement, et notamment ces sujets-là. Donc voilà, pour la mutualité, c'est un sujet majeur, mais je le répète, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'accès aux complémentaires. Si on veut que les gens puissent accéder, il faut qu'on travaille ensemble pour assurer de la qualité et modérer, ou pas modérer, et avoir le bon tarif. Hein. C'est le bon soin au juste prix. C'est quand même au carrefour d'un certain nombre de grandes, on va dire, de grandes tendances législatives. On est sur la loi, est-ce qu'il faut l'appeler encore comme ça, la loi de Delaunay, c'est-à-dire la prise en charge, l'adaptation de la société au vieillissement, sur lequel c'est quand même un des sujets tout à fait majeurs. On le voit par exemple pour la dépendance des personnes âgées et les débats qui s'ouvrent autour de ça. Il y aura bien entendu le projet de loi de finances sécurité sociale avec les contraintes que l'on sait sur les comptes sociaux. Il va y avoir la loi de santé, puisque tu faisais référence à la stratégie nationale de santé, donc il y a beaucoup d'occasions, j'allais dire, pour un parlementaire, il y aura beaucoup d'occasions, Olivier, pour pouvoir faire éventuellement passer quelque chose et faire prendre en compte de meilleure manière ces questions-là. Olivier, tu permets, avant que je voudrais témoigner, parce qu'il a dit qu'il a insisté beaucoup là-dessus, je vous assure, nous en tant que délégués des Français, je veux pouvoir les députés, je peux vous assurer que ce qu'il a dit est vrai. Ils en parlent tout le temps. Et c'est pas le seul, mais ils en parlent tout le temps et ils insistent toujours là-dessus. Je veux juste apporter mon témoignage pour vous dire et vous dire où vous en êtes, ce que vous faites. Bon, voilà, je veux juste témoigner de la réalité de ce que disait Olivier Véran. Merci.
Non, c'est vrai qu'on va avoir un PLFSS compliqué. On va avoir un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Je ne peux pas vous donner le chiffre évidemment ici, mais il va falloir à un moment donné se poser un certain nombre de questions. Moi j'ai signé il y a quelques temps de cela une tribune, on était quelques parlementaires à la signer, qui disait redéfinissons, réfléchissons à nouveau la place de chaque acteur du système dans le financement de la protection sociale. Est-ce qu'il faut redéfinir le panier de soins pour y inclure des soins qui aujourd'hui ne sont pas assez remboursés alors qu'ils sont à l'origine d'une vraie perte de chance pour les malades, quitte à sortir certains soins, ou est-ce qu'on trouve de nouveaux modes de financement? Je pense qu'on est arrivé un peu au bout du modèle de la taxation de l'industrie, des taxes comportementales et des franchises. Clairement, c'est pas quelque chose en quoi je crois. Je crois que nous sommes arrivés aussi au bout de la possibilité qui nous était donnée d'augmenter chaque année la part des dépenses de santé dans l'évolution du PIB en France, parce que ce n'est pas raisonnable. J'ai 30 ans, j'ai envie que mes enfants puissent bénéficier d'une couverture, d'une protection sociale correcte. Et je crois qu'on ne pourra pas non plus raboter sur les prix du marché comme on peut le faire par moment, notamment sur les médicaments, et en même temps il faut qu'on ait une marge de manœuvre pour investir dans l'innovation. Vous voyez, l'équation est complexe, puisque l'innovation en santé, c'est quand même 200 000 emplois, c'est un secteur qui fonctionne, je pense notamment aux dispositifs médicaux, de façon générale. Il faut que les Français puissent bénéficier des dernières technologies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors même que la recherche et l'innovation proviennent bien souvent de notre propre territoire national. Donc c'est quand même un petit peu rageant, donc il faut trouver des marges de manœuvre pour investir pour l'avenir, et en même temps arriver à redéfinir les choses de façon à ce que finalement les Français n'aient pas l'impression de cotiser pour rien, ou en tout cas qu'ils ne soient pas enclins à juger le système déséquilibré. Donc on va avoir plusieurs échéances. J'en ai parlé à Michel Delaunay, évidemment, dans le cadre de la loi sur l'autonomie. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait en sorte que soit reconnu comme handicap le fait d'avoir un déficit auditif non appareillé, au-delà d'un certain nombre de pertes de décibels. Je crois que c'était déjà un premier pas. Il y a eu l'évolution de la CNUC, l'évolution de la CNU, la discussion sur les tarifs sociaux qui sont en cours, la loi sur les réseaux de soins, la loi de 2005 sur la politique du handicap. Donc ça bouge, mais pour les gens, ça bouge pas assez vite. Et pour moi, ça bouge pas assez vite. Je le reconnais bien volontiers. Donc est-ce que 2014-2015 sera l'échéance qui nous permettra d'aller de l'avant? Je rejoins Jean-Martin sur le fait que la stratégie nationale de santé, elle a de ça d'intéressant, que c'est pas une 8e loi qui porterait l'idéologie de la gouvernance ou la structuration du système basée sur les professionnels. Mais c'est une loi qui doit organiser le système de soins en fonction d'objectifs de santé publique. On met le patient au cœur du système et on regarde comment on arrive à l'organiser et on regarde comment on arrive à le financer. On est en train de changer de référentiel. Dès lors, moi je ne perds pas espoir que la question du handicap, notamment la question du handicap auditif, puisse être valorisée et être mise au cœur du système. Alors Loïs, par rapport à toutes ces questions, quel est le travail que peuvent faire les professionnels? Quels sont les messages qu'ils peuvent adresser en particulier aux parlementaires, mais aussi aux assureurs complémentaires? Qu'est-ce qui fait que la profession veut bouger, elle veut apporter sa part de voix au débat, et en quoi elle peut être contributive? D'abord, quatre remarques en préambule. D'abord, Jean-Michel Klein, parce que le parcours de son audition, on est tout à fait d'accord, est important. Le primordial n'est pas avec nous parce qu'il organise un forum ORL aujourd'hui. Donc il s'excuse, donc il est lui-même. Je vais d'ailleurs cet après-midi participer à une table ronde au forum ORL. Un petit mot pour revenir sur ce qu'a dit le professeur Frachet. Hier, on a eu une conférence très intéressante par un gériatre et un ORL qui nous a dit un chiffre qui m'a frappé, c'est que si on arrive à faire gagner 1 an d'autonomie, ça fait moins 10% de personnes dépendantes. 1 an d'autonomie gagnée, moins 10% de personnes dépendantes. C'est la Sofresque, que vous connaissez peut-être, je sais qu'elle travaille aussi avec la mutualité, qui est un cercle de réflexion sur le handicap auditif et visuel. Donc c'est quand même des enjeux. Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour demander plus d'argent à la sécurité sociale, point à la ligne, mais pour faire un système qui se coûtera moins cher à la santé publique et qui rendra les gens plus heureux pour tous. Troisième point, les réseaux de soins ont été un débat clivant d'ailleurs, chez nous aussi. Nous avons pris l'initiative justement parce que la mutualité française est un acteur historique du secteur. 10% du marché est fait par un échelon mutualiste, et donc c'est vrai que dans les OCAM, comme le dit quelqu'un de la profession, il y a des bonnes et des mauvaises, et nous on vous classe dans les bonnes parce que vous connaissez notre métier. Notre métier n'est pas facile à appréhender de l'extérieur.
d'où tous ces articles assassins qu'on a pu voir, tous ces gens qui viennent profiter de ce reste à charge qui est un vrai problème. Donc, ensuite, pour M. Véran, on a une actualité politique dense, hein. C'est le moins qu'on puisse dire cette semaine, mais j'ai quand même écouté le président de la République, hein, qui a parlé de priorité, la santé est une priorité, là, la sécurité sociale, il a parlé de justice sociale, il a lutte contre les inégalités, c'est aussi d'ailleurs un des thèmes qui sont dans la stratégie nationale de santé, on est en plein dedans, parce qu'aujourd'hui, le système, d'abord, il rembourse peu, mais il rembourse très mal. L'IGAS le montre bien, avec des populations surfinancées très faibles, par contre, elles sont faibles en nombre, mais elles sont surfinancées, et les personnes âgées qui, elles, sont totalement sous-financées. Donc ce préambule, c'est pour dire que ce qu'on propose, nous, c'est que c'est des choses qui sont d'abord accessibles. Ce n'est pas la peine d'aller dire qu'il faudrait 5 milliards ou 10 milliards. Vous l'avez répété, on est à moins 6. On n'est pas à 0, on est à moins 6. Mais c'est faisable parce que l'effort, par exemple, au niveau du remboursement public, de se mettre au niveau de la Suisse, de la Belgique, presque de l'Allemagne, c'est 200 millions d'euros. C'est 1% de la dépense des médicaments. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à ce qu'il y ait un glissement dans les prochaines économies, puisque vous en faites, alors bon, je ne sais pas, il n'y a pas de labo pharmaceutique dans la salle, mais il semblerait qu'on ait quand même une consommation là, pour les médicaments qui sont encore importantes. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à ce qu'il y ait un glissement, d'autant plus qu'il semblerait que les gens qui entendent bien sortent plus et consomment peut-être un peu moins de soins, et plus tard. Et pour les assurances complémentaires, si on avait un tarif qui était doublé par rapport aux complémentaires, aujourd'hui, quelques chiffres, on en a déjà donné un peu, la sécurité sociale pour les adultes, c'est 120 € avec un prix moyen de 1 500 €. On a montré que le prix n'est pas plus élevé que dans les pays limitrophes, par contre le remboursement est beaucoup plus faible. Les complémentaires pour les régimes... Pour les contrats individuels, où d'ailleurs la mutualité est leader, c'est 350 € en moyenne, donc ça fait un remboursement complémentaire et obligatoire d'à peu près 500 €, donc avec un reste à charge de 1 000 €. Donc si on voulait par exemple au niveau des complémentaires doubler cette prise en charge pour les complémentaires, imaginons 800 € par appareil pour 500 000 appareils, ça fait 400 millions d'euros. Actuellement les complémentaires, c'est aussi mal distribué, mais on rembourse 250. Donc est-ce qu'il y a encore un autre véhicule législatif dont on n'a pas parlé, c'est les contrats responsables. Est-ce que de rajouter 150 millions d'euros, éventuellement graduellement, et de créer un plancher, parce que nous c'est pas le plafond qui nous tracasse, c'est le plancher, on aimerait bien qu'il y en ait un, parce qu'on est tellement bas, comparé à l'optique, hein, le secteur est 5 fois plus petit, par contre les remboursements sont 15 fois plus petits que l'optique. Donc on voit bien que là il y a un vrai problème. Donc c'est 150 millions, c'est 5% du remboursement de l'optique. Voilà. Donc est-ce que ce ne serait pas plus juste que ce décret pour les contrats responsables limite, mais augmente aussi. Donc et là c'est la question que je pose plus aux complémentaires aussi. Donc c'est des réflexions à avoir, c'est des réflexions qui sont en cours, et il serait un signe fort aussi de montrer que la régulation se fait dans les deux sens. On limite là, mais on renforce ailleurs. Voilà, donc c'est des choses qui sont accessibles. Ce n'est pas des choses qu'il faut remettre pendant 20 ans, puisque les budgets en jeu n'ont rien à voir, encore une fois, avec ceux du dentaire ou de l'optique. Éric, tu veux t'ajouter? Je veux juste rajouter, il y a des études empiriques qui ont été faites il y a bientôt 4-5 ans qui montraient d'ailleurs que la non-prise en charge d'un patient surdité légère, hein, donc vraiment un grand pôle des malentendants, puisqu'ils sont plus d'1 500 000, représentait 2 200 € par an de coûts de perte d'autonomie ultérieure. Par an. Je pense que le remboursement qui serait fait, comme tu le disais, avec un transfert intelligent, permettrait de sauver certainement une partie de notre déficit. Alors, il est temps maintenant de passer aux questions avec la salle. Si vous avez des questions, surtout levez le doigt. Je vous demanderai simplement de vous présenter, de dire en quelle qualité vous parlez, parce que vous pouvez être industriel, vous pouvez être patient, vous pouvez être une association ou autre chose. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est ce qui fait justement la qualité d'un débat. Bon, s'il y a encore un peu de timidité dans la salle, je vais continuer, parce que moi j'en ai beaucoup. Je sais que j'ai vu sur une conférence, sur un communiqué de presse, que l'UNICEF a fait une proposition pour le fonds CMUC en ce qui concerne une prise en charge. Est-ce qu'on peut détailler cette prise en charge, justement, qui représente déjà un effort de la profession par rapport à des patients qui sont justement en état de précarité?
On a en effet commencé à travailler par les plus fragiles de nos concitoyens. Et donc on a fait une proposition qui, semblerait-il, serait dans le circuit législatif, enfin que le circuit aurait été décidé, elle n'est pas publiée, et nos propositions ont été reprises quasi intégralement, puisqu'on a fait une proposition d'appareil numérique classé, les confrères comprendront, donc un niveau technique donné, avec une garantie de 4 ans, puisque c'est une population qui n'a pas les moyens ensuite d'entretenir ces appareils, et un tarif de 700 € par appareil. Donc ça a été, on avait demandé un petit peu plus, mais ça a été accepté, validé par le cabinet de Mme Touraine, d'après nos informations il y a quelques semaines. En principe, c'est un texte qui devrait paraître. Il n'est pas paru à ce jour. On veut pousser cette réflexion pour les ACS. C'est une population qui est plus âgée en plus, puisque dans la population des bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, nous avons 34% de mémoire de plus de 50 ans. Un chiffre à retenir, des plus de 50 ans, c'est 91% de l'activité des audioprothésistes. Donc on est vraiment chez les seniors, et le pic de consommation est à 81 ans. Quand on parle de fragilité d'une population fragile qui n'a pas forcément les mêmes facilités, même au niveau des réseaux. Donc je pense que le meilleur réseau, c'est celui que font tous les audioprothésistes. On est prêt à travailler là-dessus aussi, mais au niveau des réseaux, c'est quelque chose qui est, c'est une structure d'âge très importante. Donc pour les ACS, on est aussi en train de faire des propositions pour avoir un tarif spécifique, mais aussi un tarif limité, de façon à ce qu'il y ait une offre et que les gens sachent, avec éventuellement un différentiel, mais que les gens sachent qu'ils peuvent, chez tous les audioprothésistes, à un tarif raisonnable et négocié avec la profession, avoir un équipement qui serait classe D, etc. Et pour la population générale, aujourd'hui, l'IGAS a déjà travaillé sur un rapport qui a été publié en octobre sur les aides techniques. Il y a un autre rapport sur les dispositifs médicaux qui était en cours de finalisation, je ne sais pas s'il a été rendu à la ministre. Donc l'IGAS travaille sur le secteur, regarde ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, nous considérons que pour ne pas tomber sur des travers, pour ne pas créer notamment de l'audioprothèse à 2 vitesses, qui existe dans d'autres pays européens, c'est-à-dire un truc très bas, l'Angleterre par exemple, le NHS, c'est gratuit, mais 200 000 appareils sont vendus dans un marché privé très cher, beaucoup plus cher que la France. On aimerait en France avoir le même audioprothésiste qui s'occupe de tout le monde, de la CMUC jusqu'aux gens plus aisés. C'est de créer des offres d'accessibilité pour toute la population et de laisser la liberté tarifaire dans le haut du panier, parce que c'est là que se fait l'innovation, c'est là, parce que c'est difficile de tout rigidifier. Donc c'est ça notre proposition, au-delà, on n'est pas dans l'immédiat pour le régime obligatoire, c'est de faire des propositions d'accessibilité à toute la population, en faisant un effort, en ayant un tarif négocié avec la profession, et de laisser la liberté tarifaire pour les produits les plus haut de gamme. Ce serait, à notre sens, après avoir bien étudié ce qui se passe dans les autres pays, le meilleur système ou le moins mauvais, si on veut. Olivier, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Il y a quelque chose qui me frappe en tant que médecin, alors je me place dans une situation, c'est que quand il y a des négociations tarifaires entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie et les assureurs complémentaires, et puis des professions de santé, il y a généralement un phénomène qui s'appelle le phénomène de la convention, et qui régit comme ça les rapports, on va dire, économiques entre une profession ou des spécialités. Ça se passe avec les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Est-ce que, je me retourne vers Olivier et vers Jean-Martin, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un cadre conventionnel, quelque chose qui permette de rentrer justement dans une démarche qui soit une démarche plus globale parce que ça, je sais qu'il y avait des projets de convention qui se tenaient il y a quelque temps. Je crois qu'il y a même un résidu de convention de peut-être 99 ou 93 même, alors on imagine. J'étais pas né, et donc quelque part il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas un moyen de travailler, un modus operandi qui permettrait d'aborder toutes ces questions de manière assez sereine, et puis de porter le débat sur la place publique. Oui. Sur le plan des conventions, il y a un problème de fond, c'est que la convention en général est signée avec l'assurance maladie, l'assurance maladie qui pilote. Or, on a beaucoup de mal à signer des conventions, l'assurance maladie rembourse très peu, c'est pas un souci pour elle. Et pour nous, complémentaire, c'est un vrai sujet, c'est que souvent l'assurance maladie pilote alors qu'elle prend très peu en charge. Et donc c'est un vrai sujet, c'est la place de chacun. Il a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a un système aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de domaines que je sais tout à l'heure, où les sécures remboursent peu, quasiment pas. Nous, les complémentaires, souhaitent être un peu au minimum autour de la table et même pouvoir agir pour
parce que c'est elle, quelque part, qui prenne en charge. Et c'est très difficile, on le voit bien, dans les secteurs où la sécurité en consulte ou pas, de signer des conventions, parce que pour elle, c'est pas effectivement un vrai sujet. Mais là, je me souviens, je suis désolé de parler là-dessus, domaine qui n'est absolument pas le nôtre aujourd'hui, c'est le domaine de l'optique. Je me souviens avoir discuté mon prédécesseur à la mutualité, qui me disait qu'il était directeur de la CNAM, n'est jamais parlé d'optique. C'est normal, 200 millions. Nous sommes pas un sujet, 200 millions sur 147 milliards. Donc c'est pas un sujet pour l'assurance maladie. C'est vrai que c'est le problème de fond que vous avez oublié, c'est qui fait quoi dans la prise en charge de l'organisation du système sur ces sujets qui sont de plus en plus importants, mais pour lesquels, pour des raisons historiques, hein, l'assurance maladie est peu active. C'est vrai que nous souhaiterions que cette convention soit relancée. De la même façon, nous souhaiterions aussi qu'on travaille un peu plus sur la meilleure collaboration, coopération entre audioprothésistes et ORL. Je dis ça parce que, comme je dois être au forum ORL cet après-midi, donc j'essaie d'avoir une certaine continuité dans ce que je dis, je pense que c'est très intéressant, puisqu'on parle de stratégie nationale de santé, de montrer que dans les évolutions des professions, il faut développer la coopération interprofessionnelle. Il faut que l'audioprothèse reste un sujet médical, donc un rôle fondamental de l'ORL, mais la place et la technicité de l'audioprothésiste est très importante sur l'adaptation du matériel. On connaît tous des gens autour de nous qui sont appareillés, et lourdement, on voit la difficulté de ce que ça peut être, et on voit la subtilité du travail de chacun. Et c'est probablement une des spécialités où la collaboration entre entre celui qui prescrit, le prescripteur, et celui qui donne l'appareil est la plus fine. Et pour nous, c'est un sujet important. Dans la stratégie nationale de santé, on parle beaucoup de coopération interprofessionnelle. Nous y croyons dans tous les domaines de la santé. Et je pense que la spécialité ORL, la spécialité de la difficulté auditive, est vraiment un exemple type où on peut développer cette collaboration de façon positive. Positive, c'est l'intérêt professionnel et surtout finalement l'intérêt du malade. Olivier. Je voudrais répondre aussi éventuellement, peut-être sur les contrats responsables, sur ce que dit Louis, je ne voudrais pas passer de les sentiments que je ne réponds pas. Alors, actuellement, comme vous le savez peut-être, le législateur a voté dans le PLFSS 2014 le fait de revoir les contrats responsables pour fixer un certain nombre de domaines, des maximums et des minimums. La possibilité. C'est écrit comme ça, je me souviens bien du texte de loi. Actuellement, il y a tout un travail sur ces décrets, faits non plus par le législateur, mais par l'administration et par le ministère, et on est en train de négocier, de discuter sur le contenu de ces contrats responsables. Il y a tout un débat sur ce qu'il doit y avoir. Effectivement, actuellement, ne sont pas évoqués dans le cas des contrats responsables le problème de l'audioprothèse. On parle des déplacements d'honoraires, on parle de l'optique, on parle éventuellement du dentaire, mais pas aussi de l'audioprothèse. Nous pensons que, vu l'évolution du système, déjà, essayons de rénover les contrats responsables dans un premier temps en mettant en place ce qui a été voté, avec des planchers et des plafonds, et voyons progressivement comment ça fonctionne. Nous n'avons pas le sentiment aujourd'hui que le texte soit prêt pour y faire rentrer aussi l'audioprothèse, même si ça peut être souhaitable. Et je vous rappelle, vous avez parlé, oui, ça parlait de plancher, mais qu'on parle de plancher aussi de plafond. Donc l'intérêt de ces contrats responsables, c'est assurer l'accès aux soins, mais aussi limiter. Pourquoi limiter? Pour tenir les tarifs et c'est pour l'accessibilité dans les deux sens. L'accessibilité au minimum, l'accessibilité au maximum, parce que si les tarifs sont trop élevés, je le disais tout à l'heure, les gens ne pourront pas y accéder. Donc voilà, nous ne sommes pas fermés à ça, au contraire, mais faisons les choses par étapes, de façon raisonnable, ne brûlons pas les étapes. C'est une obligation fondamentale, ces nouveaux contrats responsables, avec un vrai contenu, ce n'était pas le cas des contrats avant, en appliquant ce qui a été voté récemment. Donc faisons les choses raisonnablement et pesons ce que l'on fait. On doit travailler ensemble dans ce domaine. Olivier. Écoutez, moi je pense qu'il y a deux niveaux de concertation. On parlait de la convention. La convention, c'est très bien. Ça permet de concerter les professionnels et les financeurs. Le modèle, pour moi, de convention qu'on a aujourd'hui est un modèle un peu éculé. Donc j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'il faut prendre une décision, qu'à budget contraint, vous devez décider de rebattre les cartes au sein d'un système, vous avez donc à choisir entre baisser les prestations ou augmenter les cotisations. C'est un peu l'échec et l'écueil sur lesquels a échoué la convention médicale pendant un moment. Je crois que si vous demandez aux médecins aujourd'hui, notamment les médecins spécialités d'organes, s'ils sont satisfaits de la réorganisation des remboursements,
s'il trouve que les critères de remboursement d'un acte technique ou d'un acte intellectuel correspondent à la pratique et sont justes. Si vous en trouvez un qui vous dit qu'il est content, c'est qu'il est syndicaliste. Mais pourquoi pas concerter les professionnels? Maintenant, lorsqu'on va parler de la prise en charge par la sécurité sociale, par les complémentaires, on va parler de la redéfinition du panier de soins. Ce que je disais tout à l'heure, si on considère que le panier il est bloqué, on ne peut pas mettre d'argent dans la machine, qu'au contraire vous faire des économies, et que vous voulez améliorer d'un côté la prise en charge d'un certain type de soins, c'est qu'il va falloir regarder ce qu'on va moins bien rembourser éventuellement. Donc là, il faut situer un niveau qui dépasse de très loin la question de l'audioprothèse, mais juste considérer que dans la définition du panier de soins, on met l'audioprothèse. Moi, je trouve que dans les contrats responsables, si on passe à côté de cette occasion qui nous est donnée de discuter lourdement de remboursement de ces soins qui sont des soins fondamentaux, je pense qu'on aura raté l'occasion. Je l'ai dit, je le dis et je l'assume. Moi, je l'ai dit dans les premières réunions de discussion qu'on a eues au Parlement, il faut que dans les contrats responsables, on parle de l'optique dentaire et de l'audio. Ça me paraît complètement fondamental. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Quand on parle de tarifs, parce que j'ai vu les propositions des professionnels, de l'IGAS, j'ai vu qu'il était question de mieux rembourser les produits d'entrée de gamme, effectivement d'avoir une liberté tarifaire sur des produits haut de gamme. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut dans ce cas-là progresser en matière d'information pour les usagers. Information. Moi, je suis allé voir un audioprothésiste qui travaille très bien au centre-ville de Grenoble, qui m'avait proposé de venir le voir bosser. Donc j'y suis allé, j'ai passé un moment avec lui, je suis passé dans la salle. J'ai passé un moment avec lui, il m'a montré comment il travaillait, quel était le travail de réglage, le travail d'individualisation qu'il y avait à faire sur chaque appareil. Donc j'ai vu que il y avait un travail de qualité qui nécessitait effectivement une rémunération tout à fait en cohérence. J'ai regardé aussi les plaquettes d'information sur les produits, avec des produits à 800, des produits à 1500, des produits qui vont au-delà en prix. Moi, je pense qu'il faut faire très attention, quoi. On s'adresse à des gens, quand on parle de CMU, les personnes âgées retraitées, la plupart d'entre elles n'ont pas de CMU, ils sont juste au-dessus. Donc les tarifs sociaux, ça ne les concerne pas trop, et pourtant, c'est vraiment eux qui sont dans la misère, dans la galère, et qui n'arrivent pas à se payer en pratique leur appareil. Donc, améliorons la question de l'information, de la même façon que je le dis à Martin, améliorons aussi l'information sur les niveaux de remboursement par les complémentaires. Parce que si vous avez compris comment ça fonctionne, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Quand on regarde sur une plaquette de complémentaire santé, j'ai regardé pour la mienne, que j'ai vu 300% de remboursement du tarif Sécu, je me suis dit, putain, c'est vachement bien. Un complémentaire qui rembourse très très bien, il n'y a pas de reste à charge. Et puis quand j'ai appelé et que j'ai regardé en pratique, je me suis rendu compte que c'était 350 ou 360 euros et qu'il reste encore 1000 euros de reste à charge. Et pour les gens, si vous voulez, ils n'en ont pas conscience quand ils cotisent, ils n'en ont pas conscience quand on leur prescrit, ils se prennent un mur en pleine tête quand ils arrivent chez le prothésiste qui leur dit ça va vous coûter tant. Donc ils recommencent par regarder le prothésiste en disant vous prenez trop cher. Parce qu'ils ne connaissent pas les prix du marché, ils ne savent pas ça. Et puis ils disent moi j'ai le droit à, et ils ont raison, puisque j'ai cotisé encore une fois à la Sécu, à la complémentaire toute ma vie. Donc je crois qu'il y a vraiment ce problème d'information qu'il faut donner aux patients, et donc c'est peut-être un troisième niveau de concertation, peut-être le niveau le plus important, demandons l'avis aux usagers. À un moment donné, il va falloir leur demander. Dans un système contraint, on doit réduire le déficit et on doit aussi baisser la dette de la sécurité sociale. Les Français sont très vigilants sur ces questions. On vit quand même dans une ère de démocratie sanitaire où les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent être remboursés en priorité et ce qui, pour eux, est susceptible d'être moins important. Donc, vous voyez les trois niveaux de concertation entre les professionnels, entre les financeurs et les acteurs du système, et puis avec les usagers, on ne peut pas faire sans eux. Merci beaucoup, Olivier. On a des questions dans la salle. On a des questions dans la salle. Oui, bonjour, je suis Pierre Anory, je suis médecin de santé publique et je dirige Agir pour l'audition. Je suis appareillé et avec un appareil haut de gamme, une oreille sur deux, et pour mon portefeuille évidemment, comme pour tout le monde. La question que je pose est que le débat que l'on entend, il est très axé sur plus de remboursement, le budget de la nation, comment on équilibre, on fait des comparaisons entre la prise en charge de l'audioprothèse et la lunette, le médicament ou d'autres éléments. N'y a-t-il pas un chantier à ouvrir au sein du monde de l'audioprothèse à travers, par exemple, de meilleurs groupements d'achat, une négociation différente avec les fabricants, puisqu'on sait que le prix de fabrication des prothèses a baissé. Dans les 5 ans qui viennent, l'Asie va produire des prothèses de grande qualité aussi. Le marché est en train de changer. On n'est pas dans quelque chose de statique. Donc dans cette gamme-là, quel est le chantier ouvert par la profession d'audioprothèse pour modifier, comme d'autres l'ont fait dans d'autres types de matériels médicaux, dans d'autres, il y a sûrement des choses que je ne les connais pas, donc je pose la question, pour voir comment baisser le prix de la prothèse tout en protégeant la marge de l'audioprothésiste.
Merci beaucoup. Louis? Oui. C'est une bonne question. Je vous remercie de Une bonne partie de cette valeur vient du temps passé. Et là aussi, on a des études internationales qui montrent que quand on a voulu soit se passer d'audioprothésiste, c'est un débat qui est même arrivé en France. Finalement, pourquoi un audioprothésiste? C'est simple, c'est une baisse d'audition légère, ça va se faire tout seul. Les pays dans lesquels ces produits existent ont un taux de satisfaction catastrophique, d'autant plus que les gens, quand ils ont essayé quelque chose par eux-mêmes qui ne leur a pas donné de satisfaction, oublient que derrière, il y a des professionnels formés avec lesquels ça pourrait marcher. Donc la baisse d'audition légère, la psychologie du malentendant, et il y a des livres très épais sur la question, montrent que c'est une question délicate. Donc il faut du temps. On ne sait pas satisfaire un malentendant sans passer du temps. Donc en fait, une bonne partie de la valeur ajoutée, c'est le temps passé par l'audioprothésiste, qui est incompressible. 2 patients, c'est 2 fois plus de temps que 1, 3, etc., etc. Donc ça veut dire que les gains en productivité qui existent permettent surtout aujourd'hui d'avoir des bons résultats avec des appareils dont la valeur avec un suivi de qualité va être comprise entre 1000 et 1500 euros, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui des tarifs ACS et peut-être population générale à peine plus de 1000 euros en ne sacrifiant pas le suivi. Le prix moyen en France baisse de toute façon ces dernières années, ne serait-ce que parce qu'avec une solvabilisation aussi médiocre et la crise que les gens connaissent, les gens âgés qui aident aussi leur famille, enfin vous connaissez ça, donc ça veut dire qu'aujourd'hui de toute façon le système est contraint. On a d'ailleurs eu des articles de presse qui ont montré que pour un secteur on nous prêtait un manque de concurrence et on voit que les leaders qui ont des leaders qui sont à 11%, c'est un marché quand même très atomisé, les leaders qui ont des publications de comptes, eh bien ils ne disent pas que c'est facile, ils disent que c'est difficile et ils publient des chiffres qui ne sont pas très bons et la presse économique l'a rappelé. Donc c'est pour cela que je crois que nous avons rendez-vous, monsieur, donc on en discutera plus longuement et je vous donnerai un certain nombre de documents qui vous expliqueront mieux cela. Et à partir du moment où le temps humain est indispensable, parce qu'on a une population qui est âgée, qui est fragile, où les réglages sont individuels et nécessitent du temps, le minimum aujourd'hui, selon nous, pour bien suivre les gens, grâce au progrès fait par la technologie, est à 1000 euros, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de solution facile à trouver aujourd'hui. Par contre, à 1000 euros, on a un résultat qui est meilleur que celui que les gens avaient avec 1500 ou 2000 euros il y a 10 ans. C'est ça le gros progrès qui a été fait grâce à ces avancées technologiques. Éric? Oui, une deuxième raison également, c'est que nos patients vieillissent. Le temps de prise en charge d'un patient âgé est beaucoup plus grand que le temps de prise en charge de quelqu'un jeune. Deuxièmement, l'innovation. Il ne faut pas oublier que quand on nous parle sans arrêt du prix de la prothèse, il y a le prix d'innovation. On a un métier extraordinaire pour ça. On donne une satisfaction à nos patients qui est sans commune mesure. Et je ne voudrais pas que des évolutions conduisent à arrêter cette magnifique machine, parce que nos patients deviennent plus exigeants. Car comme ils ont de plus en plus d'informations nous concernant, ils veulent retrouver leur vie d'avant. Le temps passé pour adapter une prothèse, il y a 35 ans quand j'ai commencé maintenant, est sans commune mesure également. Et je pense qu'il va encore augmenter. Alors, une question, monsieur. Oui, bonjour. Dominique Dufournet, je suis le président du Bucodes. Le Bucodes, donc, c'est la fédération qui regroupe les associations de malentendants en France. Et effectivement, bon, j'entends pas très bien tous les débats parce qu'il n'y a pas de boucle magnétique, mais j'ai entendu quand même pas mal de choses, puisque je me suis mis juste sous le haut-parleur. Notamment, j'ai entendu le mot usager tout à l'heure, et effectivement, je pense qu'il faut mettre les usagers autour de la table, ça me paraît indispensable. Alors, je vais rappeler qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, mais moi j'aimerais dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que l'appareil auditif, c'est un produit de santé. Et nous, on le rappelle, l'appareil auditif fait partie du parcours de santé de la personne malentendante. Et le Bucodes, avec l'IPES et la Fondation de France, lance la semaine prochaine une grande campagne nationale que vous pourrez voir d'ailleurs sur le stand du Bucodes, puisque j'ai amené les premières brochures sur ce congrès. Et on informe parce que j'ai entendu aussi tout à l'heure l'information pour les personnes malentendantes, elle est totalement déficiente. Et il faut informer, il faut expliquer qu'il y a des solutions. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le taux d'équipement en appareillage auditif en France, il est faible. J'en veux pour preuve que l'adresse a sorti récemment un article
qui s'appelle Vivre avec une déficience auditive, qui sont les résultats de la dernière enquête HSM. En fait, l'adresse pose une batterie de questions et a un concept qui est le concept de limitation fonctionnelle auditive. C'est-à-dire en quoi on est limité dans notre vie quand on perd de l'audition. Et il y a donc une classification en limitation légère, moyenne, grave, très grave, totale. Si on retient les limitations moyennes jusqu'à totale, on a à peu près 5,4 millions de personnes. L'adresse nous dit que seuls 20% de ces personnes sont à Paris, ou 80% des personnes en France qui ont des limitations fonctionnelles auditives de moyenne à grave, très grave, totale, ne sont pas à Paris. Le troisième point, c'est quelque chose que j'avais vu dans une enquête que vous connaissez tous, j'imagine, qui est l'enquête Eurotrac, qui comparait différents pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Ce qui ressortait très clairement, c'est que le renoncement de soins en matière d'appareillage auditif en France, il est lié au prix de l'appareil, ce qui n'est ni le cas d'Angleterre, ni le cas de l'Allemagne. Donc, tout ce que vous avez dit, il y a un vrai problème aujourd'hui au niveau de l'équipement, et ce problème, il est lié au prix. Et je ne vais pas dire au prix, je vais revenir sur un concept qui est bien mieux, il est lié au reste à charge. Parce que le reste à charge, il est fait de deux éléments. Il est fait du prix et il est fait du niveau de remboursement. Alors, il faut agir des deux côtés. Il faut agir côté prix, il y a peut-être des choses à faire, il y en a sûrement. Nous, on a des propositions, on va pas en débattre ici, de manière, je n'aurai du mal à débattre, mais il y a sûrement des choses à faire. Et en matière de remboursement, aujourd'hui, si on considère que l'appareil auditif est un produit de santé, 114 secondes de prise en charge de la sécurité sociale, c'est effectivement insuffisant. Et je suis d'accord avec le chiffre cité tout à l'heure, 1 000 € en moyenne de reste à charge pour quelqu'un qui veut s'équiper sur une oreille, 2 000 € sur les deux oreilles, pour beaucoup de monde, notamment les personnes âgées, c'est insupportable. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Parce que là, je vois que vous êtes en parfaite, j'allais dire, cohérence de point de vue avec... Vous m'entendez bien? Alors, je disais, est-ce que vous avez une question complémentaire, puisque vous êtes en parfaite cohérence de point de vue avec les propos qui ont été tenus lors de cette table ronde, et en particulier avec ce qu'Olivier Véran disait, c'est-à-dire la participation des usagers à la réflexion et tout ça. Est-ce que vous avez une question à adresser plus spécifiquement à la table ronde, ou est-ce que je... Dites-moi. Non, j'étais venu donner donc un certain nombre de points. Les questions, c'est effectivement... enfin, je ne sais que ce n'est même pas une question, c'est à votre disposition pour se mettre autour d'une table et d'étudier les propositions. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bruno Frachet. Peut-être une remarque par rapport à... Oui, j'ai quelques remarques. D'abord, je suis très heureux que M. Véran décide, avec la majorité des gens, que l'audition n'est pas un luxe et ça doit être inscrit. C'est-à-dire que si on interroge une personne à 25 ans, est-ce que la prothèse auditive doit être prise en compte? La réponse est non. Absolument inutile. Donc je pense qu'il faut décider réellement que la prothèse auditive est un bien de santé nécessaire. Le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose contre quoi il faut lutter, c'est les effets seuils. Alors on a parlé, les plus démunis sont plus aidés. N'empêche qu'il y a plus ou moins dans la philosophie de l'État de dire les personnes les plus handicapées ou les plus atteintes doivent avoir le plus de soutien. C'est le cas par exemple des implants cochléaires qui étonnamment, enfin pas étonnamment, mais heureusement sont gratuits en France, sont pris en charge. Et il est souvent plus facile de faire un implant cochléaire que de mettre une prothèse des deux côtés. Donc il y a quelque chose à faire, c'est clair. Enfin, on voit bien que les personnes ont du mal à payer le premier appareil, mais ont beaucoup moins de mal à payer les suivants. Je tiens ça de Jens Kofod, qui me dit toujours il n'y a pas trop de problème pour le financement du deuxième. Est-ce qu'il ne faut pas changer les modalités de prise en charge dans le temps de la vie de la personne, pas seulement dans les aides avec un paiement mensuel, mais de dire voilà, la personne a une espérance de vie de temps, il y a peut-être lieu de l'aider au début et puis de l'aider moins quand il sera absolument persuadé que la prothèse auditive sert à quelque chose. Louis, par exemple, pour répondre par rapport à cette...
C'est compliqué comme question. C'est-à-dire que le remboursement serait meilleur au début. Bon, je pense qu'en effet... Les assurances, ça fait plein, ça me fait beaucoup de choses dans ce domaine. Ce serait une nouvelle inégalité. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit M. Dufournet. On a rencontré avec Éric Bizaguet le Bucodes en décembre, et on le re-rencontrera, parce que c'est vrai que dans notre esprit, les usagers, le terme n'est pas clair, les usagers, les patients doivent faire partie de l'équation, et on doit travailler avec eux, et on essaye de les informer de ce qu'on fait déjà, et on a échangé pas mal en décembre, et on devra le refaire, mais il faut quand même... on a pas mal travaillé sur combien de personnes sont appareillées, combien devraient l'être. Le prix est un motif aussi très commode pour des gens qui n'ont pas envie de l'être. Et quand on n'a pas envie de quelque chose, c'est toujours trop cher. Donc on le voit bien sur des études qui montrent que par structure de revenus, le taux d'appareillage est quasiment le même entre des gens qui ont 20 000 euros de revenus par an et 60 000. Donc bon, on ne va pas rentrer dans des débats d'experts. Nous pensons que le déni psychologique est important, que la solvabilisation par les complémentaires peut-être, bientôt, le régime obligatoire peut-être un jour, c'est important, mais après il y aura aussi à informer tout simplement. Ce que d'ailleurs Mme Delaunay, même si elle n'avait pas dans sa loi la possibilité d'intervenir sur l'audioprothèse, fait beaucoup, parce qu'elle en parle beaucoup. C'est vrai que le jour où le ministère dira vous avez 60 ans, vous avez 65 ans, une nouvelle vie s'ouvre à vous, c'est la retraite, il faut faire un petit bilan, mais un bilan de 4 questions, hein, c'est pas un bilan qui coûte cher, parce que voilà, votre généraliste va vous poser 4 questions, voire même, c'est un auto-bilan. Hein. Il y a un test que promeut Bruno Frachet, qui est déjà plus pointu, mais les 4 questions, quand vous êtes en groupe, faites-vous répéter, quand vous augmentez la télévision, je veux dire, c'est un autotest, je veux dire, les gens qui vous rempotent à ces 4 questions, oui, et on est déjà à peu près sûr qu'il y a un problème. C'est extrêmement simple, c'est pas coûteux. Mais le jour où le ministère le fera dans ses objectifs de santé publique, là, ça aura une autre portée que toute la communication que la profession fait, les enseignes, les fabricants, ils essayent de pallier ce manque. Mais ça, c'est quelque chose qui aura une autre portée et les gens verront que c'est important. Bien évidemment, le tarif était également la même chose. 120 €, c'est tellement faible que c'est pas important puisque la sécurité sociale ne le prend pas très bien en charge. Toujours, les gens sont très attachés à ça et les tentatives qui ont été faites il y a quelques années de faire un hors sécu, ça n'a pas marché du tout au niveau appareillage auditif. Jean-Martin, 2-3 réflexions sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Premièrement, je suis tout à fait d'accord, nous sommes tout à fait d'accord, l'appareillage auditif est un dispositif médical, il doit rester médical. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne voulons pas la mutualité qui sortent à remboursement de l'assurance maladie. Ce serait vécu comme si sortait du domaine médical. Donc nous ne voulons pas, et on dit pour tous les sujets, nous ne voulons pas un déremboursement pour l'assurance maladie et que les assureurs complémentaires seuls le prennent en charge. Pour nous, c'est un point important. Deuxième point important, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est effectivement le problème du reste à charge. Le reste à charge, je le disais bien, comme c'est du prix et du remboursement, donc il faut en discuter globalement. Et c'est ça le sujet. Le renoncement aux soins, c'est le reste à charge. Et le renoncement aux soins, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la perte de chance. Ce qui est insupportable dans le système de santé français aujourd'hui, c'est que les pertes de chance s'accroissent et ce n'est pas acceptable de voir développer les inégalités. Troisième point, je veux rebondir sur ce que disait monsieur aussi, moi, il y a un vrai problème d'information. Moi, j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau, donc de personnes de déficients auditifs, c'est nouveau dû à l'évolution de la société. Donc, il faut faire de l'information. Moi, ce qui me choque, c'est non seulement le nombre de gens qui ne sont pas pareils alors qu'ils devraient l'être, qui n'ont pas perçu des déficits auditifs, et c'est un vrai problème, mais aussi c'est le nombre de gens qui ont des appareils et qui ne s'en servent pas. Ils ne s'en servent pas pour plein de raisons. Et la barrière psychologique, elle est réelle. On le sait. Et là, je suis d'accord avec M. Guillot, il faut vraiment que les pouvoirs publics, et que tous les acteurs d'ailleurs, pas les pouvoirs publics, nous aussi, nous fassions un vrai effort d'information pour dire que ce n'est pas honteux d'avoir un problème auditif, c'est pas honteux de mettre des lunettes, c'est pas honteux et pour moi c'est la même chose, de faire la comparaison, c'est la même chose. La presbyacousie, c'est une évolution. Je laisse de côté les pathologies ORL classiques, celui qui faut l'appareillage, la presbyacousie, une évolution assez normale pour retenir la population. Donc moi je me souviens de l'épisode de Roselyne Bachelot et de Jacques Chirac, c'est détestable. C'est détestable. On a honte d'avoir un problème auditif. Non, on n'a pas honte. On n'a pas honte d'être parce que ça nous permet d'être en société, de vivre normalement. Donc pour nous c'est très important, effectivement, qu'ensemble,
on essaie de travailler là-dessus, faire accepter non pas un handicap, mais une évolution assez naturelle du corps humain quand on vieillit, qu'on a la chance de vieillir en bonne santé, hein, donc positive en permanence. Et là, on doit avoir un vrai effort d'information très largement. Je vous dis, moi, ce qui me marque, c'est le nombre de personnes, et j'en connais autour de moi, qui ont besoin d'appareils, qui ont des appareils et qui ne les mettent pas pour plein de raisons. Et voilà ce que je voulais dire en gros. Je l'ai dit à Olivier tout à l'heure, je vais devoir partir pour la bonne cause que, comme je dois aller au Forum ORL à 2h, j'ai un peu de choses à faire entre temps, donc je vais être obligé de quitter dans 5 minutes. Je vous prie de m'en excuser, mais je vais encore parler de ça tout cet après-midi. C'est très gentil déjà d'avoir accepté de participer, comme vous tous d'ailleurs, à cette table ronde. Monsieur. Oui, bonjour, Gilles Leblanc, orthoprothésiste à Caen et administrateur de l'UNSAF. Je voulais vous poser une question concernant la communication. Moi, j'ai toujours défendu dans ma profession la liberté de communiquer et l'importance de communiquer. Mais depuis plusieurs années déjà, on voit maintenant arriver des publicités sur les prix qui, je trouve, ne sont pas très valorisants déjà pour la profession et qui me font plutôt penser au prospectus de la grande distribution avec des prix d'appel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à encadrer, voire interdire, ce type de publicité sur les prix? Qui est-ce qui me répond? C'est vrai qu'on a quand même une problématique, c'est que quand on écoute certains nombres, ou quand on lit un certain nombre d'articles, on s'aperçoit qu'il y a des offres qui sont un appareil auditif donné pour un appareil auditif vendu, comme, on va dire comme des paires de lunettes, c'est tout à fait bizarre. On voit qu'il y a des centrales d'achat qui proposent des réductions de 40 à 50%, alors que les grandes mutuelles arrivent en négociant arrivent à 12%. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait excessif et un effet d'annonce. On a toujours, quand le sujet de l'autoprothèse est abordé dans la presse, c'est toujours sur des aspects purement comptables et économiques. C'est vrai qu'il y a un problème de communication important. Et comment vous voyez les choses par rapport à cette communication qui exclut d'entrée de jeu le domaine de la santé publique? Olivier, une remarque par rapport à ça? Écoutez, où on se situe dans le cadre précis de produits de santé ou on ne l'est pas. Si on est dans le cadre de produits de santé, les pratiques commerciales telles qu'elles peuvent exister chez les voyagistes ou chez les marchands de meubles, pour qui j'ai un profond respect, ne doivent pas exister dans le domaine de l'autoprothèse, point. D'ailleurs, légalement, il me semble que ce n'est pas possible, c'est déjà prévu par la loi. Il faut regarder si c'est d'un niveau législatif ou non, mais effectivement, c'est étonnant. Je trouverais qu'il n'y a rien de plus... Je vous le dis, si c'était la pratique, je trouverais insupportable d'attirer un patient avec un prix 850 €, d'accord? Et puis une fois le patient assis, lui expliquer que c'est pas le bon appareil pour lui, qu'il n'est pas assez discret, qu'il peut tomber, qu'il tombe souvent en panne, vous savez, vous serez ici toutes les 3-4 semaines, écoutez, vous pouvez venir 10 fois que au bout de la 11e fois, s'il tombe en panne, écoutez, il faudra peut-être rajouter un petit peu d'argent, mais sinon, 1300 €, celui-là est pas mal, il est un petit peu plus solide, je sais pas si ça fonctionne comme ça, j'espère que ça fonctionne pas comme ça. Si ça fonctionne comme ça, de toute façon, ils vont se faire taper. Parce qu'on est dans le santé, c'est un investissement, non mais c'est vrai. Les contribuables petits se payent, les gens sont dans la galère aujourd'hui, je veux dire, c'est absolument inacceptable. Je ne peux pas être plus clair sur cette question. C'est inacceptable et c'est la réalité de notre quotidien. Et ça nous pose vraiment des très très gros problèmes. Deuxièmement, je pense qu'on met en place 2A au niveau des dispositifs médicaux. La publicité est autorisée pour les classes 2A, donc il n'y a pas de faute réelle vis-à-vis du cadre législatif. Et j'ai vu quand même dans le nouveau rapport qui va être sorti sur la stratégie de la loi de santé, nationale de santé, l'encadrement possible de la publicité pour un certain nombre Je précise, si c'est de communiquer pour expliquer aux gens qu'il y a des endroits ou dans le cadre de réseau ou dans le cadre d'achats groupés où ils pourront payer une prothèse moins chère qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas accéder à une prothèse à un prix correct pour eux dans tel ou tel endroit, mais qu'il existe des endroits dans lesquels ils peuvent aller se fournir, c'est ça qui a été autorisé. Mais le fait de faire la publicité, je dirais, d'appât, pour appâter les gens et pour en vendre ensuite des produits plus chers, ça, par contre, de mon point de vue, c'est attaquable. Alors quel outil a-t-on? C'est notre problème, c'est on n'a pas l'outil en question, puisque nous avons déposé un certain nombre de demandes et nous n'avons aucune réponse de personne aujourd'hui. Et le cadre législatif qui nous permet d'aller plus loin. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a vraiment un mélange justement sur un certain nombre d'articles de presse, et là, on ne va pas citer de nom, mais c'est une plateforme de soins qui ont
a introduit ça dans notre métier il y a 5 ans. C'est pas une plateforme de la mutualité française, c'est une plateforme. Je suis désolé de le dire. C'est bien pour cela qu'on a eu du mal après à discuter tranquillement sur les plateformes et la PPLO, puisqu'on a été très agressé par cela. Et aujourd'hui, ces choses-là continuent. Et c'est en effet inacceptable, et j'espère bien qu'on arrivera à porter au bon niveau la discussion pour qu'on puisse avoir des décisions normales, qui sont celles qu'il ne faut pas tromper en effet des gens fragiles par ailleurs. En santé, il y a toujours un certain nombre de règles de déontologie qu'il faut savoir respecter ou faire respecter. On fait des réponses courtes parce qu'il commence à y avoir beaucoup de questions. Alors, je vous passe la parole tout de suite. Bonjour, Geneviève Monguillot, Agir pour l'audition. Moi, j'aurais voulu revenir sur les propos de monsieur qui parlait de ces gens qui font effectivement l'effort d'acheter des prothèses et qui ensuite les laissent dans les tiroirs. Je pense effectivement qu'il y a des difficultés d'acceptation de cette malentendance qui reste toujours tabou en France. Et c'est vrai que notre association va s'employer à déployer aussi une campagne par rapport à ça et l'information. Mais je pense surtout aussi qu'il y a une difficulté par rapport à l'appareillage même, c'est-à-dire que les gens souvent imaginent qu'en achetant un appareil, ils vont retrouver leur audition normale, entre guillemets. Et ce travail d'adaptation, je pense qu'il est compliqué effectivement pour les audioprothésistes de le prendre en charge, hors le côté technologique des choses. Et donc je voulais reparler de l'interdisciplinarité de la prise en charge. Et je pense qu'il est absolument essentiel d'inclure davantage les orthophonistes dans le circuit, puisqu'aujourd'hui elles sont complètement formées sur le sujet et qu'elles sont partantes. Je pense qu'elles peuvent apporter effectivement aux malentendants la possibilité de s'adapter, d'accepter, et surtout elles peuvent proposer des moyens de suppléance dans toutes les situations de communication difficiles, parce que ça, effectivement, ça reste, je veux dire, une prothèse améliore, elle ne rend pas l'audition normale, et je pense que dans de nombreuses situations, il faut à la fois développer la lecture labiale et d'autres techniques de compensation. Je pense qu'il est aujourd'hui essentiel, et aussi de communiquer là-dessus, sur ce que peuvent apporter les orthophonistes. Eric, oui, je vais juste dire un mot. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez complètement raison, j'avais oublié l'orthophonisme. Je vois parce qu'il arrive aussi de prendre des patients malentendants, et vous avez totalement raison, c'est une interdisciplinarité qui demande une prise en charge globale. C'est pour ça qu'il faut voir autour du patient, il ne faut pas le voir de façon verticale, il y a la particularité, mais c'est quoi le besoin, et l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est l'insertion, c'est ça. Donc, comment peut-on faire pour que ça fonctionne mieux, et comment peut-on faire pour donner les moyens aux orthophonistes pour bien faire leur métier. Pour conclure pour ma part, je voudrais dire que, et je suis désolé de partir, je voulais juste dire que ce type de discussion pour nous est très intéressante, parce que si on veut bien faire notre métier de complémentaire, bien comprendre les enjeux, il faut qu'on échange sur notre principe. Alors nous, on a une facilité plus que d'autres, puisque chez nous, il y a donc l'audition mutualiste, je vous assure, et je passe sur leur contrôle là, je vous assure qu'ils défendent bien l'intérêt des patients à travers la profession, et donc c'est quelque chose qu'on entend, et c'est fondamental, on le fait souvent entre nous, mais c'est important qu'on échange effectivement avec notre profession, qu'on échange avec les pouvoirs publics qui sont pas là, mais aussi avec les législateurs, qui est là pour donner un cadre général. Donc pour nous, c'est un vrai, pour la mutualité, c'est un sujet que nous prenons à cœur, nous sommes conscients des problèmes de national, des problèmes d'accès, et c'est qu'en travaillant ensemble, lorsqu'on se rencontre, on trouve une solution qui puisse trouver la difficulté, c'est comment mieux prendre en charge la difficulté financière de plus en plus importante pour les Français dans le cadre d'un système de santé qui doit aller vers la qualité et la lutte contre l'inégalité. C'est vraiment une équation très compliquée à gérer, et on peut le faire que si on se comprend et si on travaille en toute sincérité entre nous. Parce que je vous dis, excusez-moi, je suis obligé de vous quitter. Eh bien, Jean-Martin, merci beaucoup de ta participation. Ta contribution au débat, et puis je te salue. Et on continue la table ronde, on n'avait pas fini, et on a encore quelques questions. Attends, je voudrais répondre, parce que oui, je voudrais rebondir justement sur le sujet. C'est ça l'intérêt. Je coupe Agir pour l'audition, entre M. Alury et toi, dans le sens où ce qui est très intéressant, c'est montrer, vous venez de démontrer l'opérateur dépendant. Et aujourd'hui, je pense que l'opérateur dépendant, c'est l'élément clé. Notre métier est un métier d'humain, c'est pas un métier de technologie. C'est pour ça que le prix de la prothèse est relativement ne peut pas baisser tellement si on inclut l'innovation, mais le prix de la prise en charge est quelque chose d'important. Il y a un moyen de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça soit un système de dépistage. J'ai oublié le système de dépistage, parce que le terme dépistage,
normalement est controversée, de repérage de la perte auditive. Je pense que s'il y avait un vrai repérage précoce de la perte auditive, les gens s'adapteraient beaucoup mieux, les résultats seraient bien meilleurs. Je pense que le vrai problème, il est là-dedans. Et pour ça, il y a 7 à 10 ans entre le moment où on a dépisté sa perte auditive et le moment où on rentre dedans. Il faut intégrer, on parlait tout à l'heure de la coopération entre l'ORL et l'audio-prothésiste, il faut intégrer le généraliste dedans. Parce que c'est lui l'élément clé, c'est lui la porte d'entrée, et c'est lui qui, à mon sens, pourrait nous aider davantage. Je ne dis pas qu'il ne fait pas, mais il ne fait pas suffisamment. Et il faut lui montrer, dans la formation dont on parlait tout à l'heure, avec les associations, il faut lui montrer qu'il y a vraiment un vrai service rendu, que c'est important, que le service audioprothétique rendu, c'est quelque chose qui a un prix, mais c'est aussi quelque chose qui a une efficacité. Et que comme on va voir, quand j'ai vu les chiffres hier, 200 000 personnes en 2050 qui auront plus de 100 ans, je pense que tout l'accord qui est derrière, avec l'autonomie et le reste à charge, c'est un problème qui devrait s'effacer rapidement. Monsieur, une question, puis ensuite j'ai une autre question. Madame. Donc Frédéric Beret, je suis vice-président de l'UNSAF, j'avais quelques remarques à faire, notamment au propos de M. Cohen-Solal, qui semblait indexer le niveau d'intervention des différents acteurs proportionnellement à ce qu'ils payaient. Je ne suis pas certain que ce soit judicieux dans la mesure où les pouvoirs publics insufflent la politique de santé publique et en conséquence, c'est eux qui doivent être maîtres des conventions. Les OCAM sont des acteurs bien entendu, néanmoins, est-ce que ça doit être proportionnel au montant qu'ils payent? Je ne suis pas certain. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, je voulais saluer l'action de M. le député parce qu'un parlementaire qui s'engage autant dans des causes comme celle-là, et pour nous, c'est quand même extrêmement rare. Je connais un peu mieux la politique, donc c'est assez rare. Pour autant, avec mon collègue Gerbeau, on était aux réunions concernant la publicité qui ont lieu il y a 1 an et demi. On discutait avec les représentants des pouvoirs publics et lors de la dernière réunion, on nous a dit « et si on ouvrait tout ?» C'était pas du tout ce qui était dans le cas des négociations. Et finalement, c'est ce qui s'est produit, c'est pour ça que la publicité est autorisée, telle qu'elle est actuellement, ce qui ne me semble pas judicieux, parce que ça crée un effet de produit d'appel qui n'est pas en rapport, notamment avec le devis normalisé. Ensuite, j'avais une question à poser à M. le député, peut-être un peu polémiste. Le président nous a dit qu'il fallait plus de justice sociale au début de semaine. On sait que dans le privé, quand on est en arrêt de maladie, on a 3 jours de carence. La majorité précédente avait mis 1 jour de carence pour la fonction publique, elle a été annulée. On sait aussi que si on remettait une égalité, donc une justice sociale entre le public et le privé, on économiserait 1,2 milliard d'euros. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revenir sur cette mesure, de manière à transférer peut-être une partie des sommes sur la santé et diminuer le déficit de la sécurité sociale, ce qui serait un effet zéro, puisque ce serait juste un transfert? Alors, la justice sociale, elle n'est pas du côté où vous pensez qu'elle est. Les 2 tiers, voire les 3 quarts des contrats de salaire dans le domaine privé n'ont pas de jour de carence. C'est dans les contrats collectifs. Donc les fonctionnaires étaient les seuls, quasiment, à avoir 3 jours de carence. Donc être revenu sur cette mesure, c'est finalement remettre à niveau le public sur le privé. Attention à ce qu'on peut dire parfois, je vous assure, vous pouvez regarder, c'était les fonctionnaires qui avaient des jours de carence quand le privé ne l'avait pas. Pour autant, on constate effectivement dans certains endroits que ça a été diminué de façon... je suis médecin hospitalier. Il y a des endroits, effectivement, où les jours de carence, semble-t-il, ont apporté une modification. Maintenant, est-ce que c'était pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Je ne sais pas. Non, mais dans les sources de financement, on a discuté en aparté, d'ailleurs, mais sur le PLFSS qu'on va connaître, le budget de la sécurité sociale là qu'on va connaître, il n'y aura pas de... Je ne crois pas qu'il y aura la possibilité de dégager de grosses marges de négociation pour augmenter les prises en charge, sauf à en réduire d'autres. Donc c'est un sujet extrêmement politique. C'est un enjeu extrêmement important pour les Français. On ne peut pas se passer d'une concertation large sur ces questions parce que sinon ce ne sera pas compris. Quand les franchises ont été posées, c'était une mesure inique, non expliquée, non comprise, rejetée. Quand les taxes comportementales ont été mises en place, c'était exactement la même chose. Quand des médicaments ont été déremboursés, c'était la même chose. Lorsque des services hospitaliers ont été fermés, ça a été la même chose. Je crois qu'il faut faire véritablement un effort de pédagogie, de discussion. Les gens sont prêts à entendre certains messages. Et quand on met sur la table à enveloppe constante, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on réduise un peu ici pour mieux rembourser là? C'est un message qu'ils peuvent entendre. Si dans le même temps, les professionnels du secteur concerné font un effort et travaillent sur les prix et sur l'amélioration de l'accès pour les classes populaires les plus en difficulté, alors là,
vous augmentez, vous maximisez les chances de faire évoluer les choses. Juste un mot sur la publicité. Moi, c'est pas sur la... Je visais personne dans mes propos, que ce soit bien clair, parce qu'on m'a expliqué ce qui se passait, qu'il y avait des conflits avec une franchise, c'est ça, sur la question de la publicité. Non, moi je vous disais, si des situations existent qui sont pour moi des situations où on abatte les gens pour leur montrer tel prix, qu'une fois qu'ils sont dans la boutique, finalement le produit ne convient pas, il faut leur vendre plus cher, c'est ça que je montre du doigt. Sur la question de la publicité, ça demande discussion, réflexion, et je ne me sens pas expert pour pouvoir là-dessus prendre position. Vous savez toutefois qu'on assiste actuellement de plus en plus souvent en France à une vision un peu plus économiste de la santé. J'en veux pour preuve, et on a été un certain nombre à le déplorer, puisque c'est dans un texte de loi sur l'économie qu'on a parlé de la vente des lunettes sur Internet. Et puis dans une loi sur la santé, attention, la santé devient précieux. À remplacer Salut, c'est Canguilhem qui disait ça, c'est un mythe, c'est un dogme. La santé est quelque chose d'extrêmement important qui ne doit pas tomber dans le domaine du commercial. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur des mesures de pouvoir d'achat, c'est un enjeu majeur, mais attention que ce soit toujours la question de la santé publique qui passe avant. Voilà, le ministère de la Santé qui s'en occupe et qui pilote. Alors, on a encore... Bonjour, c'est Denis Broglio, audioprothésiste à Thonon-les-Bains, donc zone frontalière avec la Suisse. C'était plus en fait un témoignage qu'une question, c'est simplement pour dire qu'on ne revient pas sur le fait que certaines personnes effectivement ont du mal à payer leur appareillage, mais pour prendre le cas en Suisse, nos collègues suisses travaillent avec les mêmes technologies que nous, sur un tarif qui est sensiblement 2 fois plus élevé qu'en France. Donc on peut comparer à peu près ces choses-là. On sait qu'en Suisse, jusqu'à à peu près 3 ans, les appareillages pour les actifs étaient remboursés à 100% des frais réels et 75% pour les personnes retraitées. Je voulais juste signaler qu'en Suisse, on était loin d'avoir 100% de l'abandon de l'appareil. Donc le prix c'est une chose, mais le déni psychologique est indéniable vis-à-vis des agriculteurs. C'est moi qui ai une question, je disais tout à l'heure. On parle actuellement de la téléobservance dans les syndromes d'apnée du sommeil appareillés. Un appareillage assez lourd pour les gens. Vous savez qu'ils font des pauses, des apnées pendant la nuit, on leur met un appareil en pression positive respiratoire, c'est assez lourd, ça coûte assez cher, ça leur permet de diminuer la tension artérielle, d'améliorer les capacités respiratoires, de perdre du poids, etc. On diminue le risque cardiovasculaire. On se rend compte que le taux d'observance des malades appareillés est très faible. Et comme ça a un coût, eh bien, il y a eu une négociation qui est actuellement remise en question par le Conseil d'État sur des questions formelles, qui dit, écoutez, quitte à mettre un appareil assez lourd et assez coûteux, allons regarder si le patient s'en sert ou non. Bon, dans l'occurrence, je ne crois pas qu'on puisse prêter à la location une audioprothèse, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle y est, l'investissement a été fait, mais travailler sur l'information, est-ce que c'est tabou, d'après vous, de travailler sur la question de l'observance, non pas pour juger, mais pour comprendre pourquoi l'observance n'est pas forcément idéale et comment l'améliorer, parce que c'est aussi un bon moyen de communiquer sur la nécessité d'appareiller les gens qui en ont besoin, et finalement c'est un bon moyen de diminuer la dépendance. Je crois que ça fait partie des choses importantes, ça. On a une réponse quand même sur on suit à peu près les prothèses portées et les prothèses pas portées, puisqu'on suit le nombre de piles vendues en France. Et on sait que c'est une corrélation exacte entre le nombre d'appareils vendus et le nombre même supérieur. Donc on sait qu'aujourd'hui nos prothèses sont portées. Et elles sont portées de plus en plus régulièrement, avec de plus en plus de satisfaction. On est passé dans les meilleurs pays européens, et la qualité de notre service peut pas être remise en cause, si on nous laisse le faire. Juste en complément, c'est vrai que c'est une question qui est importante. Le NHS en pose beaucoup, puisqu'un rapport il y a 3 ou 4 ans montrait que 46% des appareils délivrés gratuitement par le NHS n'étaient pas portés. Ah oui, quand on a quelque chose qui a un lourd vécu psychologique, la gratuité, c'est pas forcément le meilleur système. Et je dirais que si demain, on est en train de négocier, même avec les complémentaires, je pense qu'un petit peu de reste à charge en dehors des gens les plus fragiles serait une bonne initiative, parce que en effet, la Suisse est un pays qui nous intéresse beaucoup, parce qu'ils ont quand même les mêmes modes, je dirais, culturels que les Français, une acceptation plus difficile que les anglo-saxons, mais plus facile que les Espagnols et les Italiens. Et si on avait, avec le très bon remboursement suisse, le même taux d'équipement en France, ça ferait 700 000 versus 500 000, ça ne ferait pas 1 million.
C'est pour ça qu'on pense qu'il y a en gros 20% de gens qui ont un réel problème économique et 30% où ce n'est pas un problème économique. C'est que même avec un remboursement excellent, ils ne s'équipent pas autant qu'ils le devraient. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant comme comparaison, mais le ticket ne serait pas 1 euro, mais serait peut-être 100 euros. Enfin, on pense aussi, c'est un peu cynique, mais on pense aussi que notre taux de satisfaction vient du fait que les gens, il faut qu'ils soient motivés pour mettre 1000 euros de reste à charge en moyenne. Donc on a peut-être des malentendants les plus motivés par rapport au pays. Le NetJS, c'est pas forcément le produit le plus innovant. Non, c'est pas les ça joue un rôle évidemment. Et si on rapproche les 46% de chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 1 million de prothèses vendues, 46% portés, on est à 550 000, c'est le montant français. Ouais. Donc on n'est pas si mauvais que ça là-dessus. Bruno, courte intervention. Une question. S'il y avait une industrie de l'audioprothèse en France, qu'est-ce qui changerait? Demandez à M. Montebourg, c'est ça? J'ai parlé tout à l'heure d'innovation. Vous savez, on est l'un des pays qui a le plus de dépôts de brevets en matière de dispositifs médicaux, avec une très bonne recherche fondamentale, une recherche transnationale de qualité, un transfert technologique qui pourrait se faire dans les meilleures conditions, mais on a un vrai problème d'accès à la commande publique en France. C'est-à-dire que vous produisez en France, vous développez, vous recherchez en France, et puis quand vous arrivez pour la commande publique, l'État vous dit ça coûte cher, on n'a pas de subvention particulière pour l'innovation. Les industriels se tournent vers l'étranger, quand ils arrivent vers l'export, on leur dit quel est le niveau de la commande publique dans votre pays. Donc c'est très très compliqué pour les industriels innovants aujourd'hui, c'est-à-dire que ça nous met en danger, c'est un sujet à part entière. Vous avez raison de poser la question, je ne sais pas s'il y a des producteurs français d'audioprothèses, il n'y en a pas, on gagnerait de toute façon à développer, étant donné que c'est quelque chose d'innovant et du high-tech et de la haute valeur ajoutée, on gagnerait à le développer. On a une dernière question. Merci. Marc Lorenz, secrétaire général de l'Association européenne d'audioprothésistes, et je mets l'accent sur ça, parce que c'est le seul langage où on emploie ce mot-là. Dans les autres pays, c'est European Association of Hearing Care Professionals, même en allemand c'est différent. On ne met pas l'accent sur la prothèse, mais on met l'accent sur le professionnel et le service de soins. Et je pense que c'est quand même le moment de changer le mot, d'arrêter de parler prothèse, audioprothésiste, c'est si négatif pour la population, mais en plus, on met l'accent sur le produit. Oui, et c'est bizarre, parce que tout le monde a discuté, on doit informer. On doit assurer la qualité des services, c'est principal. On doit parler positif de ce qu'on fait, parce que nous avons une profession très positive. On peut changer le mode de vie de tout le monde. On peut assurer que les gens vont avoir moins de problèmes cognitifs, seront plus actifs, plus sociaux. Et si on veut obtenir tout ça, au moins, si on discute les différences et la comparaison, discutons qualité et service. C'est essentiel. Et arrête de parler négatif et parler prothèse. Quel est votre point de vue? Excellent. C'est vrai que prothèse, c'est un peu qu'à l'anglaise. Vous prêchez un convaincu. Bon, il y a tellement d'urgence en ce moment que je ne vais pas dire que ce n'est pas la première. Mais Madame Delaunay, Michel Delaunay, qui s'intéresse beaucoup au secteur, le disait aussi. Elle disait, mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut avoir envie de mettre une prothèse? Donc c'est vrai. Les Belges, je crois, ont changé le titre pour audicien, c'est bien ça? Donc audicien, c'est plus sympa qu'audioprothésiste. Bon, après, je ne dis pas que c'est pas important, mais je dirais que pour l'instant, il faudra commencer par quelque chose, et moi je pense que c'est quand même dans des questions économiques qu'il faudra commencer, parce que tout découle de là. Les règles de communication, de publicité et le titre de la profession. Mais c'est vrai que audicien, c'est plus sympa, parce que c'est la personne, mais c'est pas la prothèse. Je suis tout à fait d'accord avec ton intervention. Si je suis d'accord avec l'idée, je rappelle quand même que la loi parle d'audioprothésiste et qu'il faudrait changer la loi. Voilà. Il y a d'autres choses à faire, je pense, avant. Ça va demander une DMOS, une diverses mesures d'ordre social pour pouvoir changer les coordinations. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais vous passer tous la parole pour un mot de conclusion. Je pense que ça a été une nombre de questions, ça a été intéressant. Il y en a peut-être d'autres, malheureusement, on avait dit jusqu'à 11h30, on avait cette table ronde. Il est 11h30. Et donc, je vous passe la parole. Eric. Oui, moi je voudrais dire, j'ai entendu des gens qui étaient tous d'accord, donc ça me paraît bien, on est tous d'accord pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, un moins de reste à charge,
On sait qu'on est des personnels compétents, que nous sommes optimistes sur notre avenir parce qu'on est dans un métier qui est extraordinaire, et je ne peux qu'aller dans le sens-là, bien que le terme audioprothésiste, je ne le renie pas, parce que c'est ma profession, je la défends, je trouve qu'elle est merveilleuse, et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble avec les pouvoirs publics, parce que vraiment c'est un vrai problème de santé publique, donc il faut en tenir compte. Merci beaucoup, Eric. Bruno. Bagarrer petit à petit, ça rentre dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'il y a une progression de l'appareillage, etc. Il y a une meilleure approche. Je pense qu'il faut continuer, il y a beaucoup de choses à faire et effectivement, il y a des organisations de financement qui sont à trouver. Olivier. Oui, j'étais perdu dans mes pensées sur la question de l'audicien. Est-ce que pourquoi pas? Est-ce que ça amène une dernière question qui pourrait être une forme de conclusion? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser un jour à différencier la prestation de l'achat de prothèses? Je lance la question polémique à la fin parce qu'après je vais partir très vite. On va pas m'attraper. Mais c'est vrai que c'est aussi une façon de poser les choses. On pose cette question dans le domaine de la dentisterie. Donc voilà, peut-être que ça fera partie des pistes. Non, moi je vois que vous avez une profession en tout cas qui est active, qui se pose un certain nombre de questions, qui fait un certain nombre de propositions. Je pense que ça, il faut pouvoir le souligner. Vous avez compris qu'au-delà du fait que les prothésistes en général et ceux qui les règlent, que ce soit au niveau des dents, ou de l'audition ou de la vue, sont un peu dans l'œil du cyclone parce que ça correspond à une vraie volonté des usagers que de pouvoir accéder dans les bonnes conditions à des produits de santé. Moi, je salue cette volonté des gens d'aller vers des produits de santé parce que ça veut dire qu'on va améliorer aussi le taux de couverture de notre population, donc l'état de santé, donc diminuer la dépendance. Voilà. Donc écoutez, à suivre, vous avez vu qu'on est actif sur ces questions-là avec vous, on n'est pas contre vous, vous connaissez les enjeux, vous connaissez le contexte budgétaire difficile, donc on va continuer de cheminer ensemble. Merci beaucoup. Louis, le mot de la fin. Merci pour votre présence. Merci aussi à M. Cohen-Sola. Vous transmettrez les amis de la mutualité mes remerciements. C'est important en effet que c'est une question, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc c'est pas quelque chose qui va se résoudre comme ça. Les patients aussi. Et je n'oublie pas M. Dufournet, M. Codès. Je crois que maintenant il va falloir quand même commencer. Et donc chaque fois que je vois un véhicule législatif où on peut faire quelque chose, il faudra peut-être le faire, même un petit peu. Hein, voilà. Donc si on ne peut pas 100. Peut-être 50, mais je crois qu'il faut envoyer ce signal aux malentendants. Parce que les malentendants, ils ne manifestent pas dans la rue. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne sache pas qu'ils ont peur, c'est que ce soit discret, etc. Ils ne vont pas faire le sitting devant le ministère de la Santé. C'est nous qui les représentons quand même aussi. On ne représente pas que la profession, on représente aussi cette masse très importante. Et même si M. Dufournet est présent, et c'est des débats qu'on a eu avec eux, les associations de malentendants sont quand même beaucoup plus centrés sur les gens qui ont les plus gros problèmes. Mais la grande majorité des presbyacousies modérées ne se fait pas représenter parce qu'elle est plutôt dans le... Voilà, si elle le fait, elle ne veut pas qu'on en parle. Donc il faut vraiment penser à eux et commencer. Et il faut faire quelque chose cette année. Est-ce que c'est par les planchers? Est-ce que c'est par la stratégie nationale de santé? Cet arrêté CMU, voilà. Et je compte sur vous pour relayer cela à la commission des affaires sociales, où je sais que vous êtes plusieurs, à vraiment vouloir que les choses changent. Et on est prêt à vous donner, à vous accompagner dans ce changement. Merci beaucoup.